Demander des aides aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. La paperasserie est toujours plus importante et les aides toujours plus petites. Bonjour Marc, Bonjour, bienvenue. vous travaillez dur là déjà. Quel métier? Il faut alimenter les animaux le matin. Donc la prochaine fois que je serai en route pour Bruxelles le matin à 7h, Elle je pensera penserai moi. à vous. Ben voilà. Ben voilà. Et vous êtes combien alors sur l'exploitation agricole? On est à 9 personnes qui travaillent sur l'exploitation. C'est un GAEC qui a été créé donc entre un père et sa fille en 1986. Moi, je me suis installé donc en 89. À l'époque, il y avait 45 places de vaches laitières avec 200 000 litres de production laitière annuelle. Et après, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a 310 vaches laitières pour une production maintenant qui a dépassé les 3 millions de litres de lait par an. Vous pourriez nous expliquer ce qu'est un GAEC, parce que je pense que certains ne savent pas. C'est groupement agricole d'exploitation en commun, c'est-à-dire où il y a plusieurs agriculteurs, agricultrices qui travaillent ensemble. C'est un gros GAEC, sachant que si on le divisait, étant donné qu'on est 8 associés plus un salarié, si on le divisait par le nombre de personnes, ça serait des exploitations tellement petites qui ne seraient plus vivables. Ça, c'est le gros avantage d'un GAEC, de le faire ensemble. Et c'est surtout aussi la facilité du renouvellement, la facilité de partir à la retraite dignement, d'être remplacé, d'avoir un week-end sur deux de libre. Ça permet aussi de partir en vacances. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à intéresser les jeunes à l'agriculture. Oui. Il faut aussi donner des perspectives pour la vie familiale et pour le quotidien des agriculteurs. Et puis d'un point de vue économique, j'imagine que c'est intéressant aussi de rationaliser les coûts, de rationaliser des équipements. Donc là, le GAEC, ça reste tout à fait à taille humaine et je crois que ça, c'est vraiment une belle invention. Vous avez beaucoup innové sur l'exploitation et c'est peut-être ce qu'on va aller voir maintenant. Voilà. On est dans le bâtiment où il y a les vaches laitières. La grosse innovation, c'est l'automatisation de la traite. Il y a 4 robots, donc chaque robot a son lot de vaches. Et les vaches, elles se gèrent toutes seules, elles vont à la traite quand elles veulent. Elles sont paramétrées pour être acceptées à la traite ou pas, en fonction de la quantité de lait. C'est un gros investissement pour la ferme? Alors, c'est un peu plus onéreux. Par contre, ça permet de faire un bâtiment plus petit, puisque le robot ne prend pas beaucoup de place. Donc, il y a de nouveau l'économie de ce côté-là. Ce qui est beaucoup moins cher, c'est la main-d'œuvre. La traite est faite automatiquement, ce qui permet à l'éleveur de plus de s'occuper de ses vaches. Quoi. On le voit là. En tout cas, elle vous aime, hein? Celle-là, elle est amoureuse, hein. Le lait est analysé à chaque traite. Il dit à l'éleveur s'il y a un problème de qualité de lait. Je vois que vous avez d'autres installations. Eh bien, ce bien-être animal, vous êtes déjà engagé dans ce domaine-là, quoi. Dans notre installation, il y a les brosses où les vaches peuvent se brosser quand elles veulent. Oui, elles ont la brosse pour se faire des petits massages. Il y a aussi pour la propreté des pieds, on voit là-bas de l'autre côté ce qu'on appelle le Discovery. C'est un robot qui se promène tout seul et puis qui permet de tenir le sol propre pour que les vaches aient des pieds propres, qu'elles n'aient pas d'infection de champignons qui se développent au niveau des pieds. Alors Marc, il y a un autre volet qui est vraiment important, c'est le processus CAP2R dans lequel vous êtes engagé et dont vous allez peut-être pouvoir nous parler parce que ça pourra peut-être inspirer d'autres agriculteurs en Europe. C'est une étude qui est faite sur une exploitation à un moment donné pour calculer un peu l'impact environnemental que peut avoir cette exploitation. Le résultat, surtout dans notre histoire, là, il y a les prairies qui sont capteurs de carbone, donc qui sont positives. Il y a tous les engrais verts, les intercultures, les sipans qu'on fait déjà depuis longtemps, qui sont aussi positives pour dépolluer. Le gros souci qu'on avait au niveau de notre exploitation, c'était les émanations de gaz à effet, le méthane surtout, le gaz à effet de serre, surtout issus des fosses à lisier, pour essayer d'améliorer ce gros souci-là. On a pensé méthanisation donc pour fabriquer de l'électricité à partir de ces déjections. Alors, il y a les productions agricoles, mais il y a aussi la question de l'énergie. C'est 2 fois l'avantage, quoi. Alors, sur le CAP2R, est-ce que c'est pour vous rémunérateur? Normalement, on sera payé pour le stockage de carbone dans nos terres, quoi.
s'est beaucoup mobilisé sur un texte, ce qu'on appelle en anglais le carbon farming. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser les pratiques agricoles qui captent du carbone. Et nous, on s'est mobilisé pour qu'il y ait une vision plus globale, qu'on ne tienne pas seulement compte du captage de carbone, mais qu'on valorise aussi le stockage, la baisse des émissions des gaz à effet de serre de manière générale. Est-ce que vous-même, à travers tous les investissements que vous avez faits, est-ce que vous avez pu bénéficier de financements européens? On a profité de financement donc national, régional, européen, déjà à la mise aux normes en 98. Pour la méthanisation, on n'a pas demandé parce qu'on voulait aller très vite. Et parce qu'aujourd'hui, aussi, de demander des aides, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. La paperasserie est toujours plus importante et les aides toujours plus petites. Et là, on voulait aller, avec la méthane, on voulait aller très vite pour remettre en route. Et puis sinon, chaque année, c'est la PAC pour le fonctionnement de l'exploitation. Donc il y a la PAC qui devient aussi tous les ans plus compliquée. On est aujourd'hui à 100 € de moins à l'hectare qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'avec l'inflation aussi, oui. Eh bien, cette PAC, finalement, elle s'est amoindrie. Voilà. Donc tout l'enjeu pour nous, dans les prochaines années, parce que là, on commence la nouvelle PAC, mais nous, on va discuter très bientôt du budget et de la nouvelle politique. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être de mettre la pression sur les États membres pour garder des financements de PAC au bon niveau. Et ça, c'est vraiment le combat porté par le Parti populaire européen. Pourquoi l'agriculture a une telle importance? L'agriculture, c'est la chose la plus essentielle. Il y a le volet sécurité alimentaire. Il y a aussi le volet sécurité énergétique. Et au moment où on subit les conséquences de la guerre en Ukraine, on s'est fixé des objectifs au niveau européen de développer les énergies renouvelables. Et l'agriculture y contribue clairement. Qu'est-ce que le PPE, avec l'avenir, qu'est-ce qu'il y a comme proposition? Pendant tout le Green Deal, on s'est toujours mobilisé pour faire en sorte qu'il y ait une ambition environnementale au niveau européen, pour qu'il y ait du bien-être animal. Mais on a toujours dit aussi qu'il fallait, et faire confiance aux agriculteurs, parce que si la politique agricole commune ne permet pas aux agriculteurs de vivre décemment de leur emploi, derrière ça ne marchera pas. Pour ça, il faut des financements européens dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et ça a vraiment été, pour nous, partie des agriculteurs, ça a toujours été notre leitmotiv. Bon, j'espère que vous avez apprécié la journée parmi nous. Je crois que vous nous avez vraiment montré toutes les facettes d'une exploitation agricole et surtout ce qu'elle peut ramener sur un territoire de proximité, quoi. Donc merci, c'est vraiment un bel exemple. Pour l'exploitation de marques et pour toutes les autres, il faut moins de bureaucratie et moins de technocratie. Au contraire, il faut investir dans l'innovation, dans la recherche et dans les nouvelles technologies. C'est ce que défend le PPE.